Bonjour et bienvenue à la deuxième journée de notre cinquième colloque en EPA, en études de la pratique artistique. Alors, il est possible, et certainement possible qu'on ait de nouvelles personnes qui se joignent à nous aujourd'hui. Hier, on a eu une journée fabuleuse. Merci à toutes celles qui ont présenté leur chemin si inspirant. J'aimerais faire une petite parenthèse, si vous me le permettez, d'ordre technique pour les personnes qui n'étaient pas là hier. Après chaque présentatrice, il y a une période de questions. Et donc, chez vous, à la maison, vous qui êtes en Zoom, vous avez en bas de votre écran une petite section qui s'appelle QR ou QA selon la langue. Donc, vous cliquez là-dessus et vous pouvez écrire des questions qu'on pourra poser aux femmes qui font des présentations. Et donc, Sylvie qui va faire sa présentation, Sylvie Coton, dans quelques minutes. Voilà. J'aimerais souligner que notre conférencière chérie, que nous chérissons dans ce programme, à chaque cohorte, les hommes et les femmes artistes et chercheurs qui sont passés par les cohortes EPA se sont toujours sentis tellement interpellés et inspirés par le travail de Sylvie Coton. Alors, ça fait longtemps qu'on avait envie de la voir, alors on est extatique. Merci Sylvie d'être là. J'aimerais souligner que la participation de Sylvie Coton à ce colloque est rendu possible grâce à la contribution du département de psychosociologie et travail social de l'UQAR et des ateliers de l'œuvrement. Comme vous avez peut-être vu sur le programme, qu'est-ce que c'est que ça, les ateliers de l'œuvrement? Les ateliers de l'œuvrement sont un collectif de recherche sur la recherche-création né en 2019 et associé à l'Université du Québec à Rimouski. Ce collectif composé de Daniel Boutet, qui enseigne ici et qui a créé ce programme EPA, moi-même, Suzanne Boisvert, qui enseigne avec grande joie, Virginie Chrétien, qui enseigne également, Louise Gauthier, qui nous regarde, je crois, de Québec. Bonjour Louise. Et Anne-Marie Michaud, également à Québec, qui enseigne aussi à l'UQAR. Je tiens à souligner la contribution formidable de Diane Laurier, également à la constitution de ce collectif. Nous devions faire un colloque, auquel Sylvie devait participer d'ailleurs, le printemps dernier, qui a été annulé, vous comprendrez pour quelles raisons, et nous avons bon espoir de le faire en présence au printemps prochain. Un beau colloque qui était tout près, les trésors de l'œuvrement. Alors, vous pouvez surveiller sur le site des ateliers, œuvrement.org. Vous allez être au courant des différents travaux. Alors, l'œuvrement dont il s'agit ici, c'est l'ensemble des idées, des pratiques, des processus, des échanges et des pulsions qui orientent et propulsent la création vers l'avant. Réfléchir sur les opérations de la création, sur l'œuvrement, par le biais de la recherche, constitue le cœur de la mission du collectif. Alors, Sylvie Coton, que je suis si heureuse d'accueillir. Sylvie est née à Saint-Eustache. Elle a étudié la littérature et les langues modernes avant de traverser l'océan pour parcourir l'Europe sac au dos. Elle a plus tard fondé Dardar, un centre d'artistes aujourd'hui reconnu pour sa diffusion de projets en art actuel dans l'espace public, Dardar qui est à Montréal. Bien qu'elle vienne, Sylvie, de déposer une thèse en études et pratiques des arts à l'UQAM, thèse qu'elle va défendre d'ici peu d'ailleurs, Sylvie est une artiste autodidacte, versée dans des pratiques interdisciplinaires incluant l'art contextuel, l'art relationnel, le dessin et l'écriture. Elle a publié 4 livres d'artistes et Désirer résider, une monographie sur la pratique artistique en résidence. Parallèlement, elle pratique la méditation de type Shamatha Vipassana, qu'elle enseigne aujourd'hui au Centre de méditation
Shambhala de Montréal. Sylvie dirige également des ateliers alliant l'art et la méditation. Alors, le titre de ta présentation, Sylvie, aujourd'hui, dit tout du rien. Sylvie Cotton. Bonjour. Nouvel environnement, nouvelle installation, nouveau départ. Et avant de commencer, je veux dire vraiment un grand merci à Suzanne, à Daniel, à Virginie pour l'invitation à me joindre à vous cette fin de semaine. Ça me fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup venir ici à Rimouski, rencontrer ces femmes et professeurs merveilleuses. Vous m'avez nommée conférencière invitée, mais en fait, je suis aussi une auditrice choyée. Hier déjà, j'ai été touchée par vos esprits ouverts, par vos récits, vos mots si justes, si profonds, vraiment. Merci beaucoup. Avant d'aller plus loin, je vais aussi exprimer ma gratitude à la présence de Claire Maillet, que Suzanne a évoquée hier. C'est une personne que j'ai beaucoup aimé rencontrer. Et je sais que plusieurs d'entre vous l'avaient appréciée aussi. Donc, à Claire. Maintenant, à moi de vous partager quelques notes et intuitions. J'hésitais entre vous faire un slideshow, comme on dit, où vous partagez mes notes réflexives, et puis j'ai opté pour le deuxième choix. Mais ce n'est que partie remise. Est-ce que je pourrais revenir vous présenter mon travail avec des images, puis des anecdotes, et puis des histoires qui sont toujours, qui sont aussi importantes que ce que je m'apprête à vous partager. C'est très bizarre parce que je vois très bien mon texte, mais je ne vous vois pas. Donc, je vois mieux les gens. À la maison, bon matin. Alors, en préambule, pardon, en préambule autour du verbe « permettre », vous m'avez invité à vous parler de ce que l'art permet. Vous m'avez posé cette question qui, en fait, était déjà dans votre mise en bouche une affirmation, ce que l'art permet, et non pas qu'est-ce que l'art permet. Je veux dire que votre affirmation exprime déjà le fait que l'art est une puissance, un pouvoir, une offrande, un état augmenté, dirait votre collectif des ateliers de l'œuvrement. Vous dites, en fait, l'art permet. L'art permet. C'est une proclamation. Définition du mot « permettre ». Envoyer vers, laisser aller, abandonner à quelqu'un, autoriser, donner la liberté de dire, donner la liberté de faire. Le sens présenté ici, du point de vue du dictionnaire, est le point de vue d'une personne qui autorise, un agent extérieur qui permet, qui donne les permissions. Mais ici, on n'est plus à l'époque d'autoriser quelqu'un à faire de l'art. C'est entre soi et soi. Entre soi et non-soi. On s'y autorise ou pas. On se le permet ou pas. Et à première vue, ça ne regarde personne d'autre que soi-même. On décide de risquer et c'est tout. C'est tout. Quelle partie de vous vous a autorisé, vous a permis à faire de l'art, de faire de l'art? Ce que l'art permet advient parce qu'on s'est d'abord permis de s'abandonner.
De s'abandonner à qui? De s'abandonner à quoi? On serait tenté de dire à soi. Et puis moi, j'ai envie de répondre à non-soi. En utilisant le mot non-soi, je vous parle bien sûr du point de vue d'une ontologie bouddhiste qui considère le non-soi comme un des sceaux de la nature de la réalité. Autrement dit, qui considère que nos identités, nos êtres sentants, notre nature d'être sentant ne sont ni permanentes ni indépendantes. Elles sont plurielles, fluides, nomades. Notre identité est nomade. Le non-soi est libérateur, c'est une bonne nouvelle. Il nous fait sortir de notre cocon étroit, de notre vue plus individualiste. Et puis cette vue permet de s'abandonner à ce qui se présente devant, instant par instant. Alors, se permettre de s'abandonner à ce qui se présente devant, instant par instant, quel beau défi que l'art nous invite à rencontrer. Alors, plongeons plus loin. Tout est permis. Se dire oui. L'expérience artistique me permet d'articuler ceci. L'art offre de l'espace. Et de cet espace, il advient tout. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'espace dédié. Et en inventant un espace consacré, tout y apparaît. Tout y est permis. Il n'y avait pas de conférence, il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de mots. Et pourtant, ils ont surgi. En créant un espace dédié, et vous devinez bien que je ne parle pas nécessairement d'un espace physique, il y apparaît tout ce que j'ai besoin de savoir sur la réalité des phénomènes et sur les questionnements qui me traversent. Il y apparaît tout ce dont j'ai besoin avant même de savoir que j'en ai besoin. En me reliant à un espace, il apparaît même un lutrin sur lequel je peux m'appuyer et qui tout à coup me fait sentir différente, intégrée, en connexion. Comme le rappelle Mary Jane Jacob dans Buddha Mind in Contemporary Art, un livre que j'aime beaucoup citer, elle cite elle-même l'enseignant zen Suzuki Roshi. Et sur l'espace de la création artistique qu'elle compare à l'espace de méditation et qui permet de contacter ce que lui nomme « beginner's mind », l'esprit du débutant, l'esprit de la débutante, l'esprit enfant, l'esprit ludique. Cet esprit qui ne sait pas ce qui est cherché, ni ce qui s'en vient. Cet esprit ouvert, alerte, curieux. Dans l'espace de la créativité, cet esprit qui est le même que celui à l'œuvre donc dans la pratique méditative, Jacob le nomme à son tour « in-between », c'est-à-dire un espace qui apparaît entre nos schémas habituels pour laisser advenir surgissement et intuition. Il y a plein d'auteurs qui en parlent chacune à sa façon. Trungpa, par exemple, le nomme le non-né. Mark Epstein va parler d'attention nue. Mais en fait, on parle tous et toutes de la même chose. On parle d'un espace inconditionné, toujours disponible. Il est toujours disponible parce qu'il est
le fondement, le substrat, il est toujours là. Mais c'est un espace qu'on tient encombré, presque toujours encombré. Pourtant, c'est de là que surgit le tout du rien. Et je dirais même, et c'est ce que Jacob pense aussi, c'est de là que surgit la réelle originalité, singularité de chaque artiste, dans ce contact avec cet espace inconditionné. L'art me donne cet espace pour naître, pour être espace, pour me voir espace, me sentir espace, pour agir espace, apparaître espace, en mouvement. Me garder dans le mouvement et rencontrer ce que j'appelle du l'autre. Du l'autre, pour moi, c'est des êtres ou des choses ou des phénomènes que je croise, que je rencontre, que je touche, qui me touchent et qui m'altèrent, me nourrissent, m'éclairent. Alors, tout ça pour ne pas rester dans les mots, ça demande un engagement, ça demande une décision, ça demande un effort, un exercice, un entraînement. Et je me demandais même si le mot art, est-ce que c'est, si on veut s'approcher puis être plus précise, est-ce que c'est l'art qui me le permet ou plutôt la pratique artistique? Juste pour décortiquer, parce que le mot art à lui seul a plusieurs référents. On peut dire art puis on pense pratique artistique. On peut dire art et on pense objet d'art. On peut dire art et on pense pensée sur l'art, philosophie. On peut dire art, penser milieu de l'art. Mais l'art tout seul, c'est rien. L'art, il n'existe pas tout seul de son côté. Ça prend une énergie pour le canaliser, un corps pour l'incarner, un esprit pour le projeter. Tout un système sensitif, perceptuel pour le rencontrer. Puis le plus beau dans ce processus-là, c'est que, comme le rappelle John Dewey, c'est qu'en l'offrant ensuite, en l'offrant, cette pratique, on éveille aussi chez les personnes qui la reçoivent, la regardent, la lisent, l'accueillent. Cette pratique leur permet de rencontrer aussi cet espace où on peut être rien et on peut être tout, parce que c'est beaucoup plus grand que soi. Donc, la pratique artistique me permet de faire apparaître non pas un espace, mais de l'espace. Et cet espace, c'est comme un liant phénoménologique, comme un caramel phénoménologique. Ce n'est pas un espace vide. Donc, cette pratique me permet de laisser venir la non encore œuvre, me donne accès au non-né, me donne accès à un laisser-aller et à un laisser-venir. Et cette pratique seule fait art pour moi. Que me permet cet espace? De vous parler de ma vulnérabilité, de saisir parfois avant d'expliquer, de saisir, de comprendre sans avoir à nommer. Me permet aussi de rencontrer mes peurs, mes doutes, mes émotions. Me permet de rejoindre de l'autre, comme je l'ai dit tantôt.
me permet de m'entraîner à la présence et au vouloir de la présence. Me permet de savoir ce que je ressens. Et si je m'y autorise, me permet de le ressentir vraiment. Je racontais dernièrement à un groupe à qui je présentais mon travail que mon aventure artistique avait commencé au moment d'un deuil, au moment où j'ai perdu une personne très significative. J'avais déjà 35 ans et je rêvais d'avoir une pratique artistique, de mener une pratique artistique, mais j'avais pris un autre chemin dans le milieu de l'art, celui d'ouvrir un centre d'artistes et de soutenir les artistes à réaliser leurs projets, ce que j'aimais beaucoup aussi. Mais ce désir de faire art était mis de côté. Puis au moment de ce deuil, c'est revenu comme une nécessité, comme une urgence. Et c'est là que ma pratique artistique a commencé à se déployer. Et quand je racontais ça au groupe avec qui j'étais il y a quelques semaines, quand je disais que la mort m'avait réveillée, il y a une amie qui m'a dit « L'art va te permettre de mourir contente. » Oui. Alors, j'essaie d'identifier des conditions qui font que l'espace s'ouvre, cet espace que l'art permet. Ne rien faire. Parfois, c'est ne rien faire. Renoncer à considérer le monde comme on veut le voir, comme on veut le savoir. Des fois, renoncer, on entend parler de ça, puis c'est une vision très dualiste qu'on entend. En fait, renoncer, c'est pas renoncer à des personnes ou à des choses, ou pas nécessairement non plus à des substances, mais peut-être de renoncer à la vieille relation qu'on a avec ces choses, ces personnes, ces substances. Donc, revoir nos relations au monde. Ça peut ouvrir l'espace. Méditer, ça ouvre l'espace. Contempler. Regarder son esprit aller et venir sans jugement. S'intéresser à ce mouvement-là. Ça ouvre l'espace. Cultiver une pratique réflexive. Une pratique réflexive, ça veut dire que on se regarde dans le miroir de la conscience sans juger. On témoigne de ce qui est là, de ce qui apparaît dans l'esprit-corps, dans l'esprit-cœur. On regarde ce qu'on n'aime pas voir, ce qu'on aime trop voir, on regarde. Puis pour regarder le plus sincèrement possible, on fait, comme dirait Pema Chodron, on garde le miroir propre. On reste en connexion avec ce qui est dans le miroir. Une autre façon d'ouvrir l'espace, c'est vraiment d'apprécier et d'apprendre à mieux connaître les qualités prodigieuses de cet esprit dont on dispose. Pardon. Cet esprit magnifique dont on ne connaît pas tous les pouvoirs.
Spinoza disait « Nul ne sait ce que peut un corps ». C'est la même chose pour l'esprit, c'est tellement étendu. Alors, ces qualités, c'est les qualités de l'attention, les qualités de la vigilance. Donc, l'attention, c'est cette possible capacité de rester sur un objet. On est toujours sur un objet d'attention. Des fois, on les choisit, des fois, on ne les choisit pas, mais notre attention est toujours sur un objet. La vigilance, elle, ce n'est pas tout à fait la même chose. Elle vient compléter la chose parce que la vigilance, elle sait sur quoi est notre attention. Elle veille, c'est la vigie. C'est elle qui peut nous ramener sur... Si on choisit un objet d'attention, la vigilance nous ramène à cette capacité-là. L'autre qualité, l'intuition. Merveilleuse qualité. L'intuition, c'est l'intuition pénétrante. C'est-à-dire des compréhensions profondes de ce qu'on vit, de ce qu'on sent, des liens qu'on fait. L'espace, quand l'espace est ouvert, les énergies de ces intuitions arrivent, surgissent, se présentent aux portes. Les perceptions sensorielles, quelle qualité prodigieuse! Ces antennes qu'on a qui sont extraordinaires. On ne sait pas jusqu'où on peut aller avec ça. On ne le sait pas encore. C'est immense. L'imagination, une autre faculté prodigieuse. Qui justement est mise à contribution dans cette pratique artistique et qu'on peut contempler dans notre pratique méditative. Dans la pratique méditative, on est aux premières loges pour voir cette force imaginative. Et puis, on peut faire des projections. Ça aussi, si on est témoin de nos projections, de notre activité de projection, on peut comprendre beaucoup de choses sur l'espace. Alors, ces qualités, elles sont souvent mises au service d'une vue conventionnelle ou de nos scénarios, de nos histoires qui nous emprisonnent, mais si on les met au service de l'espace, le corps, juste un petit ajout sur le corps, parce que pour moi, la pratique artistique puis la pratique méditative me permettent de comprendre que j'habite un corps qui est potentiellement toujours en connexion avec l'espace, avec le tout. Ces pratiques-là me permettent de me laisser toucher, puis aussi d'oser approcher ce qui me touche, ce qui me magnétise, ce qui me parle, ce qui m'attire. Si j'ai l'audace de m'approcher, ça va être souvent mon corps qui va m'aider à me pencher vers ou à m'arrêter. Il n'y a rien sans le corps, de toute façon. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces pratiques-là m'ont fait découvrir la force du tact, dans le vrai sens du mot tact, c'est-à-dire un sens du toucher qui sert, là je vais citer le dictionnaire, qui sert à apprécier la solidité, la fluidité,
l'humidité, la sécheresse, la température, divers stimuli mécaniques qui s'exercent sur la peau et la muqueuse. Donc, pas seulement les mains. La tactilité, c'est pas seulement les mains, c'est tout le corps. Les méditants millénaires, des méditants dont on a des références millénaires, parlaient de 84 000 pores de peau. On aurait 84 000 pores de peau. Alors, le tactum, là, c'est en état de réception constant. Toutes comme des petits tentacules, des petits tentacules. Alors, j'aime bien me rappeler de ça, de cet état du corps et de son tact. Quand je ne l'oublie pas. Parce que ça, c'est un autre phénomène captivant, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on oublie de cultiver ce qui nous agrandit? Pourquoi est-ce qu'on oublie de se reconnecter? Et d'abord, pourquoi est-ce qu'on se déconnecte? Alors, en conclusion, j'ai envie de vous faire un exercice ici et à la maison aussi. Donc, c'est un exercice de Jeremy Hayward. Jeremy Hayward, c'est un physicien, mais un méditant aussi, qui a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Letters to Vanessa. C'est un livre qu'il a fait avec sa femme, je crois bien, et qui sont des lettres à leur fille pour lui expliquer finalement la magie des phénomènes. Et il propose des exercices, dont cet exercice qu'il a nommé la conscience de l'espace dans l'environnement. Alors, c'est un exercice qui a pour but de nous faire prendre conscience de la richesse de l'espace autour de nous, parce que quand je parle d'espace, ce n'est pas juste l'espace intérieur, c'est de l'espace aussi environnant. Puis, quand on est connecté, dans le fond, ben, il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. On est dans un flux, un flot qui nous traverse, qu'on traverse. Donc, l'environnement est partout. Alors, donc, on veut prendre conscience de cette richesse-là, puis on veut aussi sentir comment ça communique avec nous. Alors ça, c'est le but de l'exercice. Ça ne veut pas dire qu'il faut viser un résultat, pas du tout. Moi, je vous invite vraiment à être comme une promenade ouverte. Mais je vais quand même vous donner quelques instructions qui sont très, très simples. Puis, je vais les énumérer, puis après, vous pouvez partir parce que je veux que vous alliez faire cet exercice dehors. Et à la maison, si jamais vous ne pouvez pas sortir, pour quelque raison que ce soit, c'est vraiment pas grave. Même ici, si vous préférez rester à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Il y a de l'environnement puis de la richesse partout, 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 partout. Même dans une cour à scrap. C'est pas ça l'idée. C'est que j'avais envie de vous faire sortir parce qu'il fait beau, puis parce que le printemps est mûr, puis ça nous fait du bien. Mais d'ailleurs, c'est ça qu'on sent au printemps. On sent la richesse de la vie. C'est pour ça qu'on aime ça. Donc, vous vous rendez à n'importe quel endroit. Vous n'avez pas besoin là, de prendre trop de temps pour choisir. Vous restez là, debout, immobile, dans un endroit précis. Vous portez attention à votre souffle pendant quelques instants. Vous vous détendez, connecté avec le souffle. Puis, aux sensations qu'éprouve votre corps. Si vous n'êtes pas bien, vous pouvez réajuster. Et puis, remarquez l'espace autour de votre corps. Donc, un espace plus rapproché du corps.
pendant quelques instants. Puis, étendez cette conscience pour qu'elle englobe le lieu où vous êtes. Donc, vous agrandissez l'espace, l'environnement que vous allez considérer autour de vous. Restez là pendant un moment. Laissez votre conscience en éveil, entrer dans l'espace, communiquer avec l'espace. Ça veut dire, pardon, les sens. Faire remarquer vos perceptions sensorielles. Et puis, observez simplement comment vous vous sentez. Ce n'est pas nécessaire d'analyser la sensation ou la non-sensation, mais contentez-vous juste de remarquer ce que vous éprouvez. Puis après ça, déplacez-vous puis répétez l'exercice. Donc, vous allez peut-être avoir le temps de le faire 2, 3 ou 4 fois selon les rythmes de chacun, chacune. Puis peut-être au retour, j'aimerais ça que vous preniez quelques instants pour noter très, très brièvement, là, en point de forme, s'il y avait des différences entre les sensations éprouvées d'un lieu à l'autre. Alors, on pourrait faire ça, puis après, j'aimerais beaucoup avoir qu'on ait une discussion ou en tout cas une période d'échange. J'espère que ça vous va, à la maison aussi. Et puis, est-ce qu'on aurait... j'ai compris qu'on avait 50 minutes et là, ça fait 30 minutes. Donc, on pourrait prendre un 10-12 minutes pour faire l'exercice. C'est bon? Max 10 alors, 10 minutes. Okay. Oups, il y a Siri qui vient de me dire que j'avais des problèmes de connexion. Ça tombe mal. Je veux dire, je parlais de connexion à l'espace. Mais Siri, elle n'a rien compris. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux petites instructions que j'ai données d'abord? C'était très clair? Donc, allez voir l'environnement, sentir l'environnement. De retour à 10h47. Même chose à la maison, merci. S'il y a des questions à la maison, est-ce que je vais le savoir? Mais je ne pense pas qu'il y en ait.
Elle dit en ce dimanche matin, je me dis que c'est bien mieux qu'une messe. Ce serait chouette d'avoir une hôpital dans lequel une âme à donner avec tout le monde. Alors, rebonjour. Rebonjour à vous de retour de votre expérience particulière du dimanche matin. Fortes et forts de cette expérience qui nous mettait dans le corps ce dont Sylvie Cotton nous entretenait depuis le début de la journée. Je vous invite à nous écrire dans la section à la maison sur Zoom, dans la section questions, si vous avez des questions à propos de ce dont Sylvie nous entretenait. Ici aussi, s'il vous plaît, sentez-vous à l'aise. Je crois d'ailleurs qu'on a un beau commentaire de Patty Van Roost, la fée du Myland, peut-être... Un grand bonjour. Daniel, est-ce que tu y as accès? Tu nous... J'aimerais bien, je trouve que ça partirait bien. Je crois que Sylvie va aimer. Tu le sais, tu le connais déjà, toi. Je viens de lire. Cette personne dit, en ce dimanche matin, à l'écoute de Sylvie, je me dis que c'est bien mieux qu'une messe et que ce serait chouette un rendez-vous dominical durant lequel une artiste nous raconte le pouvoir de l'art. Je démarre ma journée avec tes mots, Sylvie Cotton. L'art me donne cet espace pour naître. Oh, je suis contente d'entendre Patty parce que je l'apprécie beaucoup comme femme et comme artiste. Et elle souligne quelque chose que j'ai pensé il y a juste quelques minutes, en fait. C'était quand tu as dit dimanche matin, et j'ai pensé avant, les dimanches étaient consacrés justement à la messe, à la famille, au recueillement. Puis ça a pris toutes sortes de virages plus ou moins intéressants. Mais oui, si on gardait le dimanche comme un rituel pour s'occuper de son esprit, pour s'occuper de son corps-esprit, ce serait un beau rendez-vous. Merci, Patty. Merci, Patty. Alors, je vous invite à inscrire vos questions à Sylvie. Et si vous avez envie aussi de développer davantage sur ce que vous avez vécu comme expérience, je vous rappelle que cet après-midi, à partir de 15h30, dans notre retour sur le colloque, ça va être aussi un bon moment pour, disons, déplier davantage, prendre plus de temps. Alors, est-ce qu'on a Virginie ou quelqu'un dans la salle ou quelqu'un à la maison? Daniel, il y a un... Je demande, Sylvie, si tu pourrais expliciter un peu les liens entre la méditation et la pratique artistique. OK, c'est vaste, bien sûr. Je recommande encore une fois le livre Buddha Mind in Contemporary Art parce que c'est un livre qui rassemble des essais de personnes de différents champs là, du milieu de l'art ou du milieu de la psychologie et aussi des interviews d'artistes de l'art contemporain qui sont aussi des méditants. Alors, comme Laurie Anderson, Marina Abramovic, Ernesto Pujol, etc. Les points en commun entre l'espace de méditation et la pratique artistique, je pourrais le résumer en disant que c'est de laisser venir puis de laisser aller.
Pardon. C'est-à-dire que on cherche à faire naître quelque chose quand on est artiste et on laisse venir les idées, on laisse venir les solutions. Et puis, quand on est assis sur le coussin, de son esprit, on voit comment on fait ça. C'est-à-dire que sur le coussin, la pratique, c'est laisser venir les pensées, les émotions, mais c'est la discipline, c'est les laisser aller aussi. Donc, on voit comment ça se passe. C'est comme si, dans la pratique artistique, on est dans l'action avec cet esprit-là. Puis, dans la pratique méditative, on est dans la réception de cet esprit-là. Puis, comme dans l'atelier de l'artiste, ben, dans l'esprit du méditant, il n'y a rien à rejeter. On va tout considérer, tout va avoir une importance, une valeur, tout peut devenir. Donc, on pense des fois que méditer, c'est éradiquer les pensées, les émotions difficiles. Non, c'est au contraire, c'est les accueillir, c'est les rencontrer, c'est toucher à leur texture, parfois rugueuse, parfois on ne veut pas toucher à ça, mais il n'y a pas d'autre chemin que de le toucher puis de le laisser aller aussi après, mais pas avant d'y avoir touché. Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire aussi quand on est un artiste. On veut laisser venir tous ces possibles. Puis aussi, on veut ressentir tout ce que ça fait, tout ce que ça fait surgir aussi non seulement de faire de l'art, mais aussi de le partager. Alors, dans l'atelier, on va vivre tout ça, toutes sortes d'énergies contradictoires. Puis sur le coussin, bien, on va voir clairement, que c'est génial ce que je fais. Ou que c'est merdique ce que je fais. Ou mais c'est juste OK ce que je fais. Donc, on va passer par les scénarios, par les peurs, par les doutes. Puis tout ça, c'est intéressant. C'est vraiment, quand on médite, on est aux premières loges de ce qui se passe. Puis quand on est dans l'atelier, on est dans l'espace où on peut voir à vif tout ça, vraiment. On a l'espace pour le faire. C'est fantastique. J'espère que ça répond. Merci, Sylvie. Est-ce qu'on aurait... il y a Claire Aubin qui aurait une question pour toi. Bonjour, Claire. Bonjour, merci de vos profondes réflexions sur l'art et la pratique de l'art. Est-ce que je parle assez fort? Oui, j'entends bien. Donc, vous avez mentionné au départ qu'il y avait une certaine forme de défi à pratiquer l'art. Et aussi, comme quoi, dans les conditions pour que l'art, pour permettre un espace à la pratique de l'art, il y avait le renoncer à voir le monde comme on voudrait. En ce qui me concerne, imaginer le monde autrement, c'est précisément la pulsion qui me permet de faire de l'art. Alors, je voulais vous poser la question, comment vous envisagez que ça devient un défi avec ce que je viens d'expliquer, là? Oui. Accepter le monde et en même temps l'imaginer autrement. C'est une belle question, hein? C'est une belle question. Ce que je sais que la méditation et que la pratique artistique m'ont enseigné, c'est que Chogyam Trungpa a tellement bien expliqué, Chogyam Trungpa qui est un maître de méditation tibétain décédé aujourd'hui, mais dont je raffole des livres. Si je vais le dire dans mes mots, mais là où il y a le plus d'espace, c'est au-delà de la peur puis au-delà de l'espoir. Parce que la peur puis l'espoir, ils nous empêchent de voir clairement les choses.
Ça paraît un peu abrupt, hein? Mais disons que c'est à contempler. Cette idée d'essayer de se tenir loin des extrêmes de la peur puis de l'espoir, quelque part ici. Selon lui, c'est là où il y a l'ouverture. Puis là, il y a d'autres choses que je voulais dire, puis je l'ai oublié. Peut-être que ça va revenir. Merci. C'est une belle question. Je pense que vous le savez parce que vous avez lu un de mes textes, mais où j'ai dit que nos questions, c'est nos trésors. Alors, ça, c'est une belle question pour toi. C'est ton trésor. Merci. Si ça te revient, on pourra C'est ça. reprendre ça cet après-midi. C'est une excellente question. Est-ce qu'on a d'autres... Ah, je l'ai trouvé. Ah, l'a trouvé. En fait, c'est juste parce que c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques jours seulement et qui me fait contempler autrement le mot « renoncer ». Parce que les mots, les concepts, hein, c'est comme des diamants. Il y a plein de facettes. Il ne faut pas oublier de faire le tour, se promener. Mais c'est que j'ai appris comme qu'est-ce que la traduction en tibétain de « renoncer ». Il y a quelques jours seulement, parce que je m'intéresse à la culture tibétaine, donc des fois, c'est le fun de voir comment les traductions sont amenées. Et pour elles, renoncer, c'est faire surgir définitivement. Alors, c'est vraiment mystérieux, très intéressant. Et ce définitivement est assez provoquant. Donc, je vous laisse avec ça, parce que moi, je n'ai pas encore continué, j'ai pas encore fini de contempler. Merci, Sylvie. Alors, Daniel, est-ce qu'on a d'autres commentaires ou questions qui nous viennent du Zoom? Ou Virginie aussi, si tu as des questions. Ah, on a une question. Il y a une question sur la différence que tu fais ou pas entre le lieu et l'espace. Ah, OK. Bien, je ne me suis pas posé cette question-là, mais je trouve que c'est une belle question. Réfléchissons-y ensemble sur le champ. Bien, le lieu, on dirait que ce qui me vient spontanément, c'est que le lieu, c'est un espace défini, puis l'espace, c'est un espace indéfini. C'est un lieu indéfini. Ouais. Oui, en fait, c'est précisément ça. Je sens que la personne saisit. Quelle importance portez-vous au lieu? Et est-ce que vous faites une différence entre le lieu et l'espace? Ah oui, bien c'est ça. Je dirais que le lieu, c'est par exemple le lieu que vous avez choisi tantôt sous l'arbre ou sur le bord de la clôture, puis que l'espace, bien l'espace, il voyage partout. Il englobe tout. Mais bon, ça, c'est spontanément la réponse. Merci. D'autres commentaires, questions? Sentez-vous à l'aise? On a encore quelques minutes. Est-ce que moi, je peux en poser une? Mais oui, vas-y. Alors, Est-ce que tu te poses une question à toi-même? non, ou? je la pose à l'auditoire. En fait, sans aller dans les détails, parce que Suzanne a dit qu'on pouvait y revenir plus tard au moment de la plénière, mais j'aimerais, parce que je suis curieuse de savoir si l'exercice vous a apporté une expérience d'espace. On a Marie-Pierre ici. Allô. Ben, pour répondre à la question, puis avec la question du lieu, on dirait que j'ai comme ça fait son bout de chemin, là.
Puis moi, j'ai l'impression que j'ai vécu, ça m'a apporté une expérience de lieu. Dans le sens où j'ai été proche de la bâtisse où est-ce qu'il y avait beaucoup de bruit. Puis j'avais des vibrations que je qualifierais comme d'inquiètes. Alors que plus loin, je suis allée plus proche d'un arbre et d'une roche. Puis là, l'énergie était différente. Je percevais l'énergie différemment. Fait que je ne sais pas encore là, comment l'espace est venu, est venu jouer. Puis j'avais aussi les sons m'aidaient à me sentir, à percevoir l'espace. Là. Les sons loin, les oiseaux, les sons plus proches. Que, ben, j'imagine que ça fait partie de la perception, des perceptions dont tu parlais tantôt, là, mais moi, c'est ça qui m'a... c'est comme les émotions, les ressentis que j'ai vécus en fonction des différents lieux où j'étais. Oui. Et les sons qui me permettaient on dirait, d'agrandir l'espace où je chantais, comme d'aller plus loin dans ma conscience là, que mes deux pieds au sol. Ben, c'est ça, c'est bien. L'idée, c'est, comme le dit Jeremy Hayward, c'est de communiquer avec la richesse de l'environnement. Donc, des fois, c'est des sons qui peuvent nous inquiéter, puis des fois, c'est des sons qui peuvent nous faire relaxer, mais c'est une richesse, tout ça. C'est de voir, en fait, c'est de voir comment tout nous communique quelque chose. Que ce soit agréable ou désagréable ou neutre, il y a quelque chose qui se passe. Puis ça ne veut pas dire que c'est mieux ci ou ça, mais c'est ça. Et donc, ce qui a l'air d'être rien, c'est plein de toutes sortes de choses. Donc, c'est juste de voir comment ça nous colore. Oui, de voir qu'est-ce que ça fait naître comme émotion, comme souvenir, comme... tantôt, tu as parlé d'inquiétude, donc déjà, il y avait déjà, tu es allé plus loin que ce qu'il y avait juste là, tu vois. Mais c'est ça, juste de voir ça, c'est très, très enrichissant pour voir comment ça fonctionne, cet esprit. Merci beaucoup. Merci Marie-Pierre. Karine? Oui, moi, j'ai vécu une expérience d'espace. Au début, quand mon espace était proche de moi, je sentais la chaleur du soleil sur ma peau. Puis on dirait que mon espace s'est agrandi d'un coup, puis le soleil faisait partie de mon espace. Fait que ça m'a touchée, j'ai aimé ça. Expérience phénoménologique solaire. Merci. Merci, Karine. Laurie, notre photographe officielle. Je fais ça court, mais c'est sûr, tu sais, quand tu fais une expérience comme ça, est-ce que tu fermes les yeux ou tu ne les fermes pas? Prends-tu l'appareil photo ou tu ne le prends pas? Moi, je suis genre en tout cas, bref. Je suis allée me coucher comme dans les arbres, pas dans les arbres, mais en dessous des arbres. Puis je trouvais ça intéressant. J'ai fermé les yeux, puis là, à un moment donné, je suis comme, bon, non, je ne vais pas fermer les yeux. Puis là, j'ai voulu prendre mon appareil photo, mais avant ça, pardon, excusez, j'observais, tu sais, il y a la lumière aussi, tu sais, comme j'étais comme en contre-jour avec les arbres. Là, j'avais envie de prendre des photos, mais en même temps, tu sais, j'allais pris la photo, puis là, j'ai fait mon truc. Puis après ça, je me suis comme, OK, j'arrive. Puis là, je me suis mis à fermer les yeux puis à entendre le bruit de la ventilation. Je ne sais pas si c'était Lucar ou la ville, je ne sais pas c'était quoi, mais il y avait comme l'urbain puis la nature en même temps. Tu sais, j'étais comme, moi, c'est par rapport plus au son, peut-être. Je ne sais pas si c'est ça l'expérience. C'est plus que ça, là. C'est nous qui décident qu'est-ce qu'on voit. C'est tout ça. Qu'est-ce qu'on entend. C'est tout ça. Tu vois, c'est révélateur. Ouais. Puis aussi, les yeux fermés, les yeux ouverts. C'est intéressant d'essayer les deux. Je n'ai pas voulu vous le dire parce que je voulais que vous soyez libre là-dessus, mais quand on ferme les yeux, il se passe autre chose. Puis quand on ouvre les yeux, on est très visuel, hein? Parce que c'est notre sens qui est le plus sollicité là, dans notre monde. Donc, en tout cas, tout ça, c'est intéressant. Ça a une valeur égale. Il n'y a pas de mauvaise expérience de ça. C'est toutes des bonnes expériences. Merci beaucoup.
Merci, Laurie. On s'en va vers une closure, une petite fin bientôt, et on a Karen ici. Avance-toi pour le micro. D'abord, je te remercie pour cette merveilleuse expérience. Beaucoup plus proche. Le micro est trop bas pour toi. Wow. Tu peux le prendre dans ta main. Tout d'abord, je voulais te remercier pour cette merveilleuse expérience que tu nous fais ressentir ce matin. Je sais qu'il y a eu plusieurs questions concernant l'imbrication entre ta pratique méditative et ta pratique artistique, mais moi, j'avais un questionnement plus par rapport, concrètement, on sait que la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Je me demandais comment tu le vivais, cet entraînement-là méditatif versus la pratique artistique. C'est quoi comme l'interface, le lieu commun entre les deux? Oui, question vaste, mais c'est une belle question aussi. Je dirais que la pratique de méditation est plus pointue dans l'entraînement. Il y a des moyens habiles très précis pour s'entraîner, pour entraîner l'esprit. Puis que dans l'atelier, entraîner l'esprit artistique, c'est beaucoup plus flou, c'est peut-être pas le bon mot, mais donc c'est plus lousse. Pour prendre un mot qu'on aime, c'est plus lousse. Mais j'ai développé quelques pratiques qui me permettent d'attacher les deux ensemble. Par exemple, c'est drôle que tu en parles parce que j'ai failli vous les montrer. J'avais peur de manquer de temps. C'est des dessins, j'appelle ça des dessins vécus, dont le dessin respiré. Alors, juste pour vous le décrire, parce que je vous invite à le faire avant de commencer à travailler dans l'atelier. Vous prenez une feuille, ça peut être une feuille de votre carnet, de votre journal de pratique, et puis vous déposez la pointe d'un crayon sur la feuille, vous fermez les yeux, juste pour 1 minute ou 2, simplement vous connectez à votre respiration. Vous pouvez mettre un timer là, pour ne pas avoir à penser au temps, et puis juste à vous connecter à votre cycle respiratoire. Inspire, expire. Puis là, il y a une petite pause. Et donc, faire comme si le souffle devenait le prolongement de votre bras et de votre crayon, puis juste suivre le mouvement. Ça peut être un micro-mouvement, presque rien, ou ça peut être plus accentué. Ça dépend des matins, ça dépend des jours, ça dépend des feelings, ça dépend, c'est jamais pareil. Puis ensuite, ouvrez les yeux. Et donc, c'est comme un moment conscient de méditation et aussi de création. C'est là, on voit que c'est inséparable. Ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Virginie, me dirais-tu quelle heure il est? Il est 11h09. D'accord. Alors, je crois qu'on va terminer ici avec Sylvie, mais Sylvie va être avec nous, comme je vous l'ai dit et redit, à partir de 15h30. On va continuer. Et puis, il y a peut-être des questions qui vont mûrir aussi sur ce que tu as abordé, le bel univers que tu nous as partagé. Alors, un grand, grand merci à toi, Sylvie. Merci. On va prendre 5 minutes avant de continuer avec nos 2 prochaines présentatrices. Alors, 5 minutes, on peut s'étirer, on peut se réessayer dans l'exercice de Sylvie et on se retrouve presque tout de suite. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup, merci.